Le fait de s'arrêter et de se questionner pourquoi est-ce que les gens mentent ou pourquoi est-ce que moi je mens, qu'est-ce qu'on poursuit dans la vie, et puis aussi qu'est-ce qui se passe quand on cultive un style de vie où on négocie avec la réalité, avec la vérité. C'est plus que conceptuel et c'est plus que juste la phrase moralisante, c'est pas bien de mentir. Des chercheurs ont trouvé qu'il y a des gènes... Il y a des gènes de la vérité, des gènes du mensonge. On va dire ça comme ça. Breaking news! Parce que ça devient une deuxième nature. Le réflexe de mentir ou le réflexe d'être vrai. Moi, ça me fait penser à l'éthique chez Aristote. Il y a cette idée-là de dire l'éthique, c'est ce qu'on fait à répétition. Si je prends une décision éthique, c'est pas juste pour dire est-ce que c'est bien ou mal de mentir comme une grande idée, mais c'est plus de dire quand je mens, je suis en train de devenir un menteur. Est-ce que je veux devenir un menteur? Est-ce que ça cultive ma vertu ou est-ce que ça cultive autre chose, un vice? En fait, là, la vérité, elle a quelque chose de libérateur pour soi, mais de restaurateur pour les autres, parce qu'il y a une vérité réparatrice. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la vérité, quand elle reste abstraite, c'est très joli, on le lit chez Aristote, on en fait des grands bouquins et des poèmes, ou un épisode de Sagesse et Morito. Mais je veux dire, ça vient pas changer notre cœur et ça vient pas changer nos relations. Mais si la vérité, on la met en pratique en étant dans cette structure de redevabilité, de restauration, de demande de pardon et de réconciliation, alors là peut-être en fait que vraiment la vérité peut rendre libre. It's the basic truth of the human condition that everybody lies. J'ai craché sur le sol, j'ai juré sur ma vie, j'ai donné ma parole, j'ai juré, j'ai promis. J'ai craché sur le sol, j'ai juré sur ma vie, j'ai donné ma parole, et puis j'ai tout détruit. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur une application que je ne nommerai pas, en train de chercher un livre audio et le mot-clé que j'ai entré dans la recherche, c'était le mot « vérité ». Et j'étais vraiment surpris de voir ce que la recherche m'avait renvoyé, toute une flopée de bouquins sur comment apprendre les 12 clés pour manipuler ses amis, obtenir ce que vous voulez, ou négocier au meilleur que vous voulez, ou alors, à contrario, se défendre de la manipulation dont on est tous victimes. Et ça m'a quand même assez fort surpris le fait que la manipulation, le mensonge soit manifestement un gros sujet dont les bouquins parlent et que ce soit vanté parfois comme un outil. Et je me demande pour nos auditeurs, pour nos auditrices, si c'est quelque chose que eux voient aussi comme un outil qui peut les aider à avancer dans la vie ou pas. En tout cas, voilà, je voulais proposer qu'on en discute ensemble. Qu'est-ce que c'est le mensonge et quel effet ça a sur nous, sur les autres? On va écouter ça ensemble. On va en jaser. Parlons-en ensemble. Bon, ça sonne quand même assez abstrait comme conversation. Où est-ce que as-tu un exemple plus précis de qu'est-ce que tu entrevois par ça? Comment toi tu utilises le mensonge dans ta vie? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, toi non. Hein? Franchement. Rien que la vérité, toujours la vérité que la vérité. Est-ce que tu as lu des livres de manipulation? Ah, moi jamais. Non. Non, c'est naturel chez lui. Ah, ah, merci. Je suis outré que tu oses suggérer que j'ai quelques tentations de mensonge. Non, bien sûr. Un exemple évident qui me vient en tête. À la maison, un soir, c'était moi qui devais cuisiner. Et donc, je lui allais faire des courses au supermarché. On a un supermarché dans la rue. Et dans la recette, il y avait des poivrons rouges qu'il fallait que j'achète. Et je suis sorti sans vraiment trop réfléchir à ce que j'allais faire au supermarché. Évidemment, je suis parti sans faire ma liste de courses. Évidemment, j'ai passé trop de temps dans le supermarché. Évidemment, j'ai acheté des trucs que je n'avais pas prévu d'acheter. Voilà, plic-ploc. Et puis, en arrivant chez moi, ma femme me demande est-ce que tu as acheté les poivrons rouges ? Et là, évidemment, m'arrive un truc qui m'arrive souvent, et j'ose croire que je ne suis pas le seul dans ce cas, m'est venue cette tentation de dire « Ah mais non, il n'y en avait plus ». Alors qu'en fait, il y en avait. Ok, bon, ouais, merci Léa. On est d'accord. Ça, c'est un crime en Belgique. Ouais, voilà, c'est ça. Oubliez les poivrons rouges, mais... c'est un petit mensonge, rien du tout. Ça n'a eu aucune conséquence, puisque de toutes les façons, on a mangé ce soir-là. Voilà. Je suis retourné, j'ai acheté ces poivrons, on les a mangés finalement, donc je suis passé à autre chose. Mais ça m'a intrigué en fait de me dire, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que
alors que ça n'a aucune conséquence, franchement, vraiment rien du tout comme conséquence. Pourquoi est-ce que je suis tenté de travestir la vérité? Et en fait, je me suis rendu compte, juste, ça m'aide à sauver la face, tout simplement. Voilà, on avait prévu d'avoir des poivrons rouges, on n'a pas ce soir-là, mais ce n'est pas ma faute. C'est beaucoup plus simple de dire il n'y en avait plus parce que la faute, elle repose sur les producteurs du magasin. Exactement. Plutôt que j'ai oublié parce que là, la faute repose sur toi. Exactement, exactement. Et on n'est pas dans les grands concepts de vérité, là. On est vraiment, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le réel? C'est bon, il y en avait des poivrons rouges. Ouais, voilà, et tu les as oubliés, c'est objectif, c'est un fait, là, c'est pas discutable. Exactement, exactement. Et tu fais bien de dire ça parce que en réfléchissant à cette question de la vérité dont j'ai bouquiné un petit peu, c'est la question de la réalité, en fait, de notre rapport à la réalité. Est-ce qu'on accepte de vivre face à la réalité ou pas? Et vivre dans la vérité, c'est vivre aussi en rapport avec la réalité et refuser de vivre dans une sorte de autre monde. Les êtres humains, on est des seuls animaux sur cette planète qui sont doués d'un langage suffisamment perfectionné pour pouvoir raconter des histoires. Et mentir, en fait, c'est juste donner une image de la réalité qui n'est pas alignée avec cette réalité pour servir un certain objectif. Et cet objectif, c'est souvent dans mon intérêt. Ça peut être dans l'intérêt de l'autre, mais c'est souvent dans mon intérêt. Parce que la réalité n'est pas toujours commode, disons. Exactement, exactement. Et dans le fond, c'est plus difficile parfois de faire face à la réalité que de raconter quelque chose qui n'y correspond pas. Et on fait parfois le choix de la facilité. En fait, c'était ça, le choix de la facilité, de dire non, mais il n'y avait pas de poivron. Ça dure 3 secondes de le dire. Le problème est oublié. Je ressors, je vais au magasin, j'en prends et hop. Le problème est oublié, pardon. Le problème est oublié, sauf si du coup ta femme va au supermarché, se rend compte qu'il y en a, et là, tu es mis face à ta propre faute. Exactement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des tas de situations. On a tous connu ça, où tu te prends les pieds dans le tapis, en fait. Tu vois. Et après, un mensonge doit couvrir un autre mensonge. Voilà. Et c'est vraiment ça, en fait. Parce que je pense, dans notre conversation ici, on ne veut pas juste dire « Ouais, c'est mal de mentir, il faut dire tout le temps la vérité, point. » Tu vois. Bon, puis dans ton histoire, on dirait pas que tu l'as choisi. Non, voilà, c'est ça. C'est presque sorti tout. Des fois, ça m'arrive de mentir comme ça, où j'ai l'impression que c'est sorti tout seul, puis je me reprends, ou je me reprends pas, puis je me prends les pieds dans le tapis. Mais exactement. C'est presque pas une décision, c'est parfois. C'est presque dans notre seconde nature. Je pense qu'il y a quelque chose, en fait, le fait de s'arrêter et de se questionner pourquoi est-ce que les gens mentent ou pourquoi est-ce que moi je mens, ça nous amène à nous poser des questions un petit peu plus profondes, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on poursuit dans la vie, et puis aussi, qu'est-ce qui se passe quand on cultive un style de vie ou des arts de vivre, en fait, où on négocie avec la réalité, avec la vérité. C'est plus que conceptuel et c'est plus que juste la phrase moralisante « c'est pas bien de mentir ». Est-ce que ça veut dire que tu es en train de suggérer que quand on ment, ne serait-ce que pour des petits exemples comme ça, des trucs sans gravité, ça a un impact sur qui on est et ça nous change? Ouais, j'ai lu un bouquin là-dessus d'un psychologue canadien qui a rédigé tout un chapitre autour de la question. Et il explique que le mensonge peut devenir une sorte de style de vie. Et il utilise le concept de mensonge de la vie. Un mensonge de la vie, c'est quand on manipule la vérité, mais à répétition, tant et si bien qu'on oriente, tu mets les gens dans un corner, en fait. Tu décris la réalité telle qu'elle n'est pas, pour que les gens qui sont autour de toi se comportent tel que tu le veux, et que ces personnes-là considèrent que c'est la seule option, ils le trouvent logique. Et tu parviens à tes fins, mais le problème, c'est que ça se retourne contre toi, en fait. C'est que... Ça sonne un peu abstrait encore de moi. Ouais, je te donne une illustration. Ouais. C'est pas un exemple de vie, mais c'est juste une illustration. Imaginons que je mets des gens dans un labyrinthe, ok, et je leur dis, vous devez absolument trouver la sortie. Mais moi, j'ai envie qu'ils sortent par la sortie B42, ok. Donc, je m'arrange, je leur donne des instructions, je me débrouille pour qu'ils sortent à la sortie B42. Mais le truc, c'est que quand ils sont sortis à B42, ils sont convaincus que c'est ce qu'ils devaient faire, ok. C'est ça, en fait. C'est ça, le mensonge de la vie. Tu adaptes la réalité à un point tel que tu en fait conditionnes les autres à se comporter d'une certaine manière. Et
C'est un peu comme changer la carte du monde qu'ils ont, c'est ça? C'est d'effacer des options, c'est de la falsification de la réalité, dans le fond. Exactement. Et le problème dans tout ça, c'est que à la base, est-ce que c'est bien que ces gens soient dans ce labyrinthe ou pas? Ça, on n'a pas posé la question. Est-ce que la sortie A48 n'était pas bien meilleure pour eux? Ça, on n'a pas posé la question. Vous voyez, quand on traficote la réalité par le mensonge, on se dit « Ah, mais je vais accomplir un objectif qui est bien pour moi », mais on ne se pose jamais la question « Mais est-ce que cet objectif, il est bon ?» Tu vois, on ne s'arrête jamais pour se poser la question. Et donc, on met en place des choses dans notre comportement qui peuvent être néfastes pour les autres, mais en fait aussi néfastes pour nous-mêmes. Parce que ça devient une deuxième nature. Le réflexe de mentir ou le réflexe d'être vrai. Moi, ça me fait penser à l'éthique chez Aristote. Il y a cette idée-là de dire l'éthique, c'est ce qu'on fait à répétition. En sens, je prends une décision éthique. C'est pas juste pour dire est-ce que c'est bien ou mal de mentir comme une grande idée, mais c'est plus de dire quand je mens, je suis en train de devenir un menteur. Est-ce que je veux devenir un menteur? Est-ce que ça cultive ma vertu ou est-ce que ça cultive autre chose, un vice, tu sais. Donc en gros, ce que disait ce psychologue canadien, c'est qu'avec le mensonge, la question c'est quel est l'objectif ultime qu'on cherche à atteindre et est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Et ce que dit Aristote, c'est avec le mensonge, on devient un menteur, donc on se change. Donc il faut aussi prendre ça en compte parce que si l'objectif n'est pas pertinent ou pas suffisamment important, bah, ça vaut peut-être encore moins le coup de devenir un menteur. Donc c'est vraiment une question sur l'identité en fait. Oui, parce que de chercher à vivre dans la vérité, ben, ça te force à devenir une personne intègre à quelque part. On a tout le temps ces histoires-là, des belles histoires morales de petits mensonges qui se transforment en grands mensonges, qui se transforment en histoires d'horreur. En fait, je pense à justement un livre que j'ai lu, je pense que c'est le livre le plus terrifiant que j'ai jamais lu, ça s'appelle... Ordinary Man, des hommes ordinaires. Ça a été écrit par des Allemands à propos de policiers qui avaient été recrutés pour faire, dans le fond, la Shoah en Pologne. Puis ce qu'il expliquait, c'est que ces anciens policiers à la retraite, avaient été recrutés de régions qui étaient généralement anti-nazis, donc c'était pas des nazis convaincus, c'était des hommes, en fait, le point principal du livre, c'est que c'était des hommes ordinaires. Et l'historien décrit comment, petit à petit, à force de compromis, à force de tordre un peu la vérité dans le but d'être capable de tolérer mentalement le fait que ils sont employés à tuer des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards dans un des plus grands crimes de l'humanité. Mais comment ça s'est fait graduellement? Puis moi, c'est ça que je trouve un peu... je repense à l'épisode avec Tom Holland qui nous disait que les nazis, par exemple, sont devenus Hitler est devenu Satan, les nazis sont les démons, les camps de concentration, c'est l'enfer. Donc, notre imaginaire du mal, maintenant, c'est les nazis. Puis souvent, on entend dans les médias, ça, c'est du fascisme, qui veut l'entendre, ça, c'est du racisme, lui, c'est un crypto-nazi, un nazi. Comme si nous n'aurions jamais pu être des nazis. Comme si vous et moi, on n'aurait jamais pu être garde dans un camp de concentration. Puis, quand tu écoutes les témoignages des gens qui ont été pris dans ces histoires-là, souvent, c'était monsieur, madame, tout le monde. Je faisais juste conduire le train. Moi, j'étais conducteur de train. On a mis des wagons différents. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Puis, si on ne dit pas la vérité dans les petites choses, comment est-ce qu'on va dire la vérité dans les grandes choses? Moi, je trouve ça terrifiant, en fait, ce genre de réflexion, parce que ça me rappelle à mes propres exemples de petits mensonges sans conséquence. Le dernier exemple en date, parce qu'en plus, il était systématique, c'était pendant le premier confinement, quand il fallait remplir des attestations de déplacement dérogatoires et que... Il fallait attester sur l'honneur, je ne suis sortie qu'une fois par jour, dans la limite d'1 kilomètre, d'1 heure, pour tel motif obligatoire. Et que pour moi, le motif impérieux, c'était de sortir le plus souvent possible. Donc si je sortais plus d'1 heure par jour et que parfois j'allais courir plus d'1 kilomètre, juste parce que c'était plus joli au-delà d'1 kilomètre. Enfin bref, j'attestais sur l'honneur que j'étais restée dans ce cadre de la vérité, même si finalement je l'avais un petit peu travesti. Et là, je vous écoute avec vos bouquins de psychologie et puis d'histoire, et c'est comme si vous me mettez face à la menteuse que je suis et que je vais devenir nazie. C'est horrible. On n'est pas rendu là, mais à quelque part, moi je pense
c'est des petits gestes comme ça, des fois qu'on accepte, des compromis qu'on fait, sans dire qu'il ne faut jamais faire de compromis, ou il faut toujours dire qu'est-ce qu'on pense, parce que là aussi, il y a comme une impolitesse, mais il y a des choix dans la vie qu'on a l'impression qu'ils sont triviaux, mais qui finalement, à terme, deviennent déterminants. Je reviens à mon exemple de non, il n'y avait pas de poivron au supermarché. Si je mens en disant, voilà, il n'y avait pas de poivron au supermarché, mon objectif derrière, ou la force qui me motive, c'est la volonté de sauver la face. Et de me présenter comme quelqu'un qui, en fait, à force, parce que si je dis non, il n'y avait pas de poivron, et qu'à force, chaque fois qu'on me demande ou que j'ai oublié quelque chose, je vais trouver une autre raison pour justifier ça, je vais me présenter moi-même comme quelqu'un qui n'a jamais d'oubli, qui n'a jamais d'erreur. Et en fait, c'est cacher qui on est vraiment. Et c'est ça un peu que ce psychologue essaie d'expliquer, c'est que, en fait, le mensonge, c'est pas juste quelque chose qu'on fait aux autres, c'est aussi quelque chose qu'on fait à soi-même. Et donc, on nourrit cette sorte de fauve en nous qui fait qu'on ne veut pas se montrer tel qu'on est, en fait. Et c'est dangereux sur le plan psychologique, c'est ce que l'auteur expliquait, c'est dangereux, en fait, de se cacher à soi-même. Parce que tu deviens quelqu'un que tu n'es pas, en fait. Et de ta véritable identité, elle ne s'exprime jamais. Et puis, j'ai l'impression que ça fait référence, toute cette question, à l'épisode qu'on avait fait dans la saison 2 sur le porno. Et on avait parlé de cette question. J'invite d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à aller écouter l'épisode si ça vous intéresse. Il y avait cette notion comme quoi le porno, la pornographie peut être addictif. Et quand on est dans cette addiction, il y a tout un mécanisme de mensonge parce qu'on a honte et donc on ne veut pas regarder la réalité en face par rapport à soi et on ne veut pas en parler aux autres et en fait ce mensonge emprisonne et on avait dit qu'on donnerait des clés pour essayer d'en sortir et j'ai l'impression que cet impératif de vérité, de dire non mais en fait ça a des conséquences, ça nous cache à nous-mêmes et ça nous cache aux autres et en fait c'est dangereux, c'est comme si on revient à cette solution qui est loin d'être facile, c'est en fait au contraire super contraignant, mais sûrement c'est nécessaire, le besoin d'en parler. Le fait de s'ouvrir pour justement regarder la vérité sur soi-même, regarder la vérité, laisser les autres en fait, avoir droit de regard sur notre vie et du coup d'être libéré en fait. C'est un peu ça. Oui. Il y a cette idée-là centrale à la pensée chrétienne, à la Bible, que la vérité rend libre. Puis, quand on vient toujours à la Genèse avec Adam et Ève, mais quand Adam et Ève mangent du fruit défendu, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se cachent, puis ils réalisent qu'ils sont nus. Ils vont se cacher, ils vont se mettre des vêtements. Le mensonge, c'est une forme de vêtement, c'est une manière de se cacher. Puis à quelque part, quand tu mens à ton épouse sur les poivrons rouges ou sur la porno, à quelque part, tu te caches de quelqu'un de qui tu ne devrais pas avoir à te cacher. Et il y a donc cette tension-là, puis souvent on entend parler de... Comment dire, les gens ont une vision de la religion où ce que c'est comme... Tu vas dans le confessionnal, puis tu confesses tes péchés, puis le but de confesser, c'est d'avoir une punition, puis... c'est un peu de l'autoflagellation. De l'autoflagellation, un genre de conditionnement. Là, si je me confesse assez, puis j'ai assez mal, mais là, je ne recommencerai pas, puis là, je vais venir... On a cette vision-là, des gens qui arrivent à être saints comme des gens super austères, tristes, puis autoflagellants, puis je veux dire, ça existe dans la religion, mais l'idée de la confession, c'est pas ça. L'idée de la confession, c'est d'être dans la vérité. Puis pour arriver à ça, ça prend une conception d'un Dieu qui, à la fois déteste le mensonge, à la fois déteste le mal, déteste la tromperie, mais qui ne nous déteste pas, nous, et qui nous accueille, qui nous pardonne, qui nous purifie. C'est dur de tenir les deux ensemble. Mais pour moi, cette idée-là de la confession aux autres ou de la confession à Dieu, c'est la clé de la liberté du mensonge. Ouais, parce que c'est vrai qu'au fond, quand on considère que Dieu existe, Dieu tel que le présente la Bible, donc un Dieu qui est tout-puissant et qui sait tout, évidemment, ça sert à rien de lui dire « Oui, Seigneur, j'ai fait ceci », puisqu'il le sait déjà. C'est pas pour l'informer de la chose, parce qu'il est déjà au courant, en fait. T'as fait quoi? Et donc, ouais, c'est vrai qu'au fond, c'est
la première utilité, c'est pour nous-mêmes, en fait. Hein. C'est pour nous mettre nous-mêmes face à la réalité, face à la vérité. C'est comme une discipline de la vérité, un exercice de la vérité. Puis j'écoutais une chercheuse, je pense qu'elle est neurobiologiste, mais séculière, qui traite de la question des dépendances. Donc, elle travaille avec des gens qui ont toutes sortes d'addictions, que ce soit des addictions sexuelles ou de l'alcool, de la drogue, des comportements. Elle dit que, dans le fond, une des thérapies qui ont le plus de succès, c'est les groupes comme Alcooliques Anonymes. Ils appellent ça des 12-step groups parce qu'il y a 12 étapes à la transformation. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est fou parce que la première moitié, ou en tout cas la première partie, les premières étapes de ces groupes-là traitent de la vérité. C'est vraiment à propos de la confession puis de la vérité. Puis ça a quelque chose de cathartique, de transformateur, d'être capable de dire pour un alcoolique, de dire « Bon, OK, je suis capable d'admettre que j'ai un problème. Je dois faire la liste de tous ceux à qui j'ai fait du mal, tous ceux à qui j'ai blessé. Je dois aller confesser à ces personnes-là. » le mal que je leur ai fait, demander pardon. Donc, c'est toutes des choses que tu te dis. Attends, des comportements répétitifs, des dépendances, c'est quelque chose de psychologique, puis la vérité, c'est plus quelque chose de philosophique. Mais c'est comme, non, tu ne peux pas changer... Tu peux pas être libre. Dans le fond, cette idée-là de Jésus, que c'est la vérité qui vous rendra libre, ben on le voit concrètement, même avec des gens qui font un processus qui n'est pas nécessairement religieux. Et moi, je trouve même, ça paraît contre-intuitif. Parce que de se libérer quelque part s'enfermant dans une vérité qui nous emprisonne, de dire, voilà, je suis malade alcoolique, j'ai tel problème, j'ai fait du mal à telle personne, d'aller le dire à ces autres personnes. Mais comment est-ce que ça peut vraiment libérer ? C'est prendre les choses un petit peu presque à l'envers de ce qui nous paraît logique. Dans notre culture, des fois, on dirait, c'est comme, il faut que tu te dises des paroles d'affirmation, tu sais, c'est comme, je suis bon, je suis capable, puis si tu as ces dépendances-là ou si tu as ces mauvais comportements-là, c'est parce que tu as une mauvaise estime de toi, fait à quelque part, c'est comme tu dois créer, comme par tes mots, une image de la réalité qui n'est pas exacte, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça. C'est fou, le week-end dernier, j'étais chez un ami que je n'avais pas vu depuis 2-3 ans, et qui m'a raconté une expérience qui lui est arrivée il y a pas longtemps. Il a reçu la visite d'une amie à lui qui est venue de Finlande jusqu'à Paris pour passer le week-end avec lui. Et le moment le plus bouleversant pour lui de ce week-end, c'est quand, autour du repas, elle lui a dit « Écoute, je suis aussi venue pour te dire que je suis consciente que je t'ai fait du mal, et je me suis mal comporté, et ça a eu telle conséquence sur notre relation. C'est une amie, hein. Je m'en étais pas rendu compte, et je voudrais te demander pardon, etc. » Et il m'a raconté ça. À propos de cette amie-là, il n'est plus vraiment en contact avec elle. Et je ne sais pas à propos de ce qu'elle a fait, c'est juste parce qu'elle habite loin, mais ça l'a énormément marqué. Donc, je pense pour nous et pour nos auditeurs et nos auditrices qui se disent « aller me confesser devant un ami ou une amie ou tel membre de famille à qui j'ai fait du tort », sachez que ça va vraiment loin. Ou à qui j'ai menti. Non seulement ça vous rend libre vous, mais ça fait du bien à l'autre personne en fait. Ça me rappelle une histoire dans la Bible, on parlait de Jésus juste avant, qui parle de la vérité comme libératrice, et il y a un moment où il arrive à Jéricho, une petite bourgade, et puis il y a un fameux Zachée qui est un menteur notoire dans son job. C'est assez connu dans le lieu où il est, il vole, il n'est pas intègre, et l'histoire dit que quand il rencontre Jésus, il est tellement frappé d'être face à l'intégrité même, quelque part, qu'il se dit, il faut que j'aille reconnaître face aux gens à qui j'ai volé mes fautes et que je leur rende au quadruple ou je ne sais plus. Et je me dis, si on était tous des petits Zachés capables de faire face à tous ces moments où on a travesti la réalité, où on l'a maquillée pour que ça pour que ça nous arrange, merci, comme en temps de confinement, quand on voulait sortir plus et qu'on a bravé la loi, pardon. En fait, là, la vérité, elle a quelque chose de libérateur pour soi, mais de restaurateur pour les autres, parce qu'il y a une vérité réparatrice. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la vérité, quand elle reste abstraite, c'est très joli, on le lit chez Aristote, on en fait des grands bouquins et des poèmes, ou un épisode de Stage assez Morito, mais je veux dire, ça vient pas changer notre cœur et ça vient pas changer nos relations. Mais si la vérité, on la met en pratique en étant dans cette structure de redevabilité, de restauration, de demande de pardon et de réconciliation, alors là peut-être en fait que vraiment la vérité peut rendre libre. Et ça a des effets
psychologique bénéfique et véritablement un impact sur notre personnalité, sur notre personne, le fait de quelque part pratiquer la vérité. J'aime vraiment cette expression-là, comme on pratique un sport ou une discipline, c'est comme ça. on pratique la vérité. Exactement. C'est un effort conscient et continuel. C'est ça. Et c'est pas facile, c'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est choisir la voie de la difficulté, parce que être transparent vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, c'est pas toujours facile. Et puis parfois la vérité, elle va avoir un impact négatif sur nos relations humaines, et on préfère les préserver, nos relations humaines. Alors, est-ce que tu pourrais nous résumer ça en quelques pistes pratiques? Est-ce que tu pourrais nous faire passer justement de la théorie à la pratique pour qu'on pratique la vérité comme un sport? Il y a sûrement des choses qu'on peut mettre en place comme des habitudes pour que ça devienne naturel. Alors, j'ai pas la science infuse là-dessus, mais c'est vrai que j'ai bouquiné un peu. La première chose à réaliser, c'est que véritablement, pratiquer la vérité, ça a un impact sur nous-mêmes, vraiment sur qui on est. Il y a des chercheurs ont trouvé que il y a des gènes qui... Il y a des gènes de la vérité et des gènes du mensonge. On va pas dire ça comme ça. Breaking news. Pardon. Non, on n'est pas conditionné à ce point-là, mais il y a des, des gènes qui s'activent dans le système nerveux quand un organisme se met dans une situation nouvelle. On peut le dire de façon plus illustrée en disant que si tu te mets dans une situation nouvelle ou qui est difficile, tu développes en fait des gènes qui t'adaptent à cette situation. Donc, dire la vérité, c'est aussi sortir du fait de se cacher, s'exposer à des situations gênantes, etc. Et en fait, au sens véritablement physique du terme, si tu pratiques le fait de travestir la vérité, ça c'est les gardes de goulag, de camps de concentration, etc. Ou c'est toi qui se fermes les yeux sur le gars qui bat sa femme à côté de chez vous. Exactement. Mais assez littéralement, tu te transformes en quelqu'un qui ne sait pas ne sait pas être fidèle à ses principes dans les toutes petites choses, mais dans les choses les plus graves, elle va trahir ses principes dans les situations les plus graves. Et ça, ça donne... Parlons de George Floyd, qui a été assassiné par Derek Chauvin, un policier On parle de américain. l'homme noir aux États-Unis qui a été tué par un policier. Exactement, dans le Minnesota. On se souvient peut-être de cette vidéo parce qu'elle a été tellement vue tellement de fois. On voit un homme étouffer un autre homme, mais on oublie que Derek Chauvin, il avait son collègue à côté. Et son collègue, il regardait. Et son collègue demandait aux passants de ne pas s'approcher. Et son collègue était parfaitement conscient de ce qui était en train de se passer. D'ailleurs, son collègue a été condamné. Ouais, par omission. Et ça commence par... Parce qu'on connaît l'histoire de ce flic, n'est-ce pas? Ça commence par le fait que il y a des blagues racistes, tu dis rien. Ton collègue est violent, tu dis rien. Il était junior dans le duo, donc il voulait bien se faire voir. Et ça, c'est aussi une pratique du mensonge. Donc, il s'est transformé en quelqu'un qui ne voulait pas être, puisqu'il a regretté et avoué ses torts pendant son procès. Il faut réaliser l'impact qu'a notre caractère. Donc, si on refuse de dire non quand il le faut, parce qu'on va être en lien avec la vérité et le réel, on ne pourra pas le faire plus loin. Donc, il faut... Donc, concrètement, c'est quoi tes pratiques ou comment est-ce que je fais pour ne pas devenir le collègue de Derek Chauvin, mais devenir... quelqu'un, je sais pas c'est qui que tu aurais comme exemple de quelqu'un qui a été intègre dans un moment de... Jésus. Ou tu sais, il y a cette image connue là d'un rassemblement, on va revenir aux nazis encore une fois parce que c'est bon, mais tu sais, il y a un rassemblement nazi où tout le monde salue puis il y a comme un gars dans la foule là, qui a les bras croisés, c'est une image très connue, hein. Cette personne-là s'est faite tuer par le régime justement. Comment est-ce qu'on fait pour être quelqu'un comme ça plutôt que... ça commence dans les tout petites choses, en fait. Parce qu'à contrario... Dans les poivrons rouges. Dans les poivrons rouges, on rigole, hein, et bien sûr, c'est drôle. C'est les petits mensonges, les petits arrangements avec la vérité, les notes de frais que tu trafiques. Ouais, c'est 1 euro. Oh, c'est un ticket qui n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grand-chose. Ça commence dans les toutes petites choses. Et on peut se lancer un défi tout bête de se dire, voilà, là, dans les 3 jours qui viennent, mettons, je vais être fidèle à la vérité et à la réalité de façon systématique dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais. Déjà, donc c'est pas compliqué. de mini-mensonges. Pas de mini-mensonges. Alors Est-ce que attention, j'ai de l'air grosse dans cette robe?
Christelle est en train de lancer un défi à JC, à Léa, et puis à chacun des auditeurs, chacun des auditrices. Oui, commencez par là. Commencez par des toutes petites choses. Et puis, parce que c'est pas improbable que pendant ces 3 jours, on se retrouve à traficoter la vérité malgré nous, de se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a entraîné à faire les choses comme ça? Est-ce que l'objectif que je poursuivais de façon instinctive en mentant, en traficotant la vérité, est-ce que c'est un objectif qui en vaut véritablement la peine? Parce que si ce n'est pas un objectif qui en vaut véritablement la peine, ça veut dire que ma vie est orientée vers un objectif qui est mauvais pour moi. Donc ce que tu me dis, c'est je dois vraiment dire la vérité tout le temps, ou quand je me surprends à faire un petit mensonge, d'essayer de comprendre pourquoi j'ai menti. Exactement. Dire la vérité et s'analyser soi-même, parce que le mensonge est un révélateur, s'analyser soi-même quand on trébuche. Premier principe. Quelque part, se faire violence et dire la vérité de façon cohérente, et pas que pendant 3 jours. Hein. C'est censé durer le reste de la vie. Hein. On est d'accord, on se comprend. Hyper attentif pendant 3 jours. Juste parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui écoute puis ils se disent, bon, moi je dis tout le temps la vérité, il n'y a rien là. Mais si tu es hyper conscient de ce que tu dis, tu te rends compte que il y a plein de petits mensonges qui se glissent dans... Exactement. Donc, être vraiment attentif pendant 3 jours. Et puis, deuxième principe, c'est s'analyser soi-même quand on flanche. Et puis voilà, souvent c'est dans des petites choses. Hein, sur 3 jours, il n'y a pas un truc gigantesque qui va arriver. Donc, ça donne vraiment des belles occasions de s'auto-examiner. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et le troisième, c'est quelque chose qui a aussi été mentionné, c'est celui de la confession. Et le mot confession, dans certaines traditions chrétiennes, c'est juste articuler des choses qui sont vraies. C'est rien d'autre que ça, en fait. C'est s'arrêter un moment et dire, je vais affirmer des choses dont je me suis rendu compte et qui sont vraies, soit devant quelqu'un qui est concerné par la chose, soit devant un professionnel qui a été formé pour pouvoir gérer la situation, si c'est une situation qui est particulièrement compliquée, n'est-ce pas? Soit à quelqu'un qui fait un leader spirituel, un pasteur, un prêtre, qui vont pouvoir mettre ça dans un contexte plus spirituel, soit directement à la personne qui a été heurtée et dont on sait qu'elle a été heurtée par nos actions et par nos paroles. Et c'est dingue parce que c'est des grandes catégories, vérité, mensonge. Mais ça commence vraiment par des premiers pas qui sont tout petits. Nous 3 et moi, le premier, on est tous concernés par ça et c'est à portée de main. On peut commencer demain matin. C'est rien d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui, petit à petit, c'est garanti par les psychologues apparemment, peut nous transformer en quelqu'un de véritable. Oui, qui nous rendra libres. Oui. Eh bien, les amis, le défi est lancé. La vérité vous rendra libre. On a les 3 pistes pratiques de Christelle. Bon, à l'attaque. On va voir si on est encore amis au prochain épisode. Puis comment t'as trouvé ma dernière intervention? C'était mieux. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.